Je commence avec Steelcase, qui est un partenaire de cette révolution at work. Et c'est Catherine Gall que je reçois, qui est directrice de la cellule de recherche et de développement. Bonjour. Bonjour. Je voudrais bien coller le micro pour qu'on puisse parler. On vous a vu hier intervenir pendant la plénière sur cette révolution du travail. On va y revenir, mais je veux d'abord que vous m'expliquiez ce que fait Steelcase. C'est du mobilier, c'est ça? Alors, Steelcase, c'est un fabricant de mobilier de bureau. On a une histoire d'industriel. On est une entreprise centenaire, internationale, puisqu'on est né aux États-Unis, mais par le regroupement et l'achat de marques dans différents pays, on est le leader mondial sur ce segment. Et maintenant, vous êtes en France? Alors, on est en France, bien sûr. France. Voilà, on est basé ici à Paris, notre équipe commerciale, mais aussi le hub de nomades comme moi qui travaillons sur plusieurs pays. On est dans tous les pays, en fait, on est dans tous les pays où les grands clients et les petits clients ont envie de réfléchir à leur espace de travail d'une autre manière et pas uniquement en fin de parcours se dire de quelle couleur va être la table ou à quelle hauteur on va mettre les étagères, les séparations d'espace. Sur quoi porte la réflexion? Est-ce que c'est sur les matériaux du mobilier, c'est sur leur agencement, sur leur couleur? Quelle est la véritable réflexion des patrons aujourd'hui? Aujourd'hui, la réflexion des patrons, c'est comment travailler mieux. C'est vraiment, avant même d'arriver sur l'objet et le dispositif spatial en termes de sujets techniques, c'est l'organisation conceptuelle, c'est la visualisation de la façon dont les gens vont travailler. Donc les patrons se lèvent pour chercher à être plus innovants, avec des espaces qui correspondent, se lèvent pour imaginer comment ils vont être plus agiles, donc comment les gens vont se croiser, se rencontrer pour définir des idées. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce que Steelcase fait en termes de recherche prospective. Dans l'industrie, on est les seuls à avoir une équipe de recherche et de prospective multinationale et multidisciplinaire. Dans mes collègues, j'en ai qui sont anthropologues, qui sont ethnologues. Vous-même, vous êtes sociologue, Moi, c'est ça? Exactement. J'ai des collègues designers, architectes, informaticiens, parce que le monde du travail, il se lie à travers trois lentilles. L'univers des sciences sociales, dont je fais partie, l'univers du design de l'architecture, l'espace, mais aussi les outils, la technologie. Donc c'est à travers ces trois focales qu'on regarde toutes les transformations, et c'est ce que j'ai partagé hier ici. C'est votre force, justement, d'avoir des personnes issues de secteurs différents pour mieux répondre aux enjeux de l'entreprise. Oui, tout à fait. Ça? Et notre force, c'est surtout qu'il y a plus de 20 ans maintenant, un CEO historique de Steelcase aux États-Unis a misé sur le design thinking, a misé sur la prospective. Là où effectivement on conçoit et on fabrique des objets, ils s'inscrivent dans une perspective de modélisation intellectuelle du travail. Et donc c'est la finalité du travail qui nous intéresse, afin d'imaginer est-ce que ça va être des espaces formels, informels, distribués en centre-ville, de quelle manière la culture va s'incarner dans l'espace. Tous ces sujets-là interviennent très en amont du choix pratique du mobilier et des couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des patrons aujourd'hui? Il faut redevenir attractif pour que les gens viennent au travail, parce qu'on travaille de chez soi, c'est ça? D'où ça vient tout ça? Qu'est-ce qui se passe en France? On a entendu hier, ce qui se passe dans la tête des patrons, c'est qu'ils se disent comment je crée une value proposition pour mes employés, comment je crée une unique proposition pour mes salariés afin qu'ils restent très longtemps, qu'ils m'attachent leur service, qu'ils soient engagés et motivés, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les gens qui se lèvent pas le matin pour créer de la valeur. Ils se disent aussi que la marque doit être très forte, donc elle doit être lisible dans l'espace, elle doit être sur le site web, elle doit être dans les murs, elle doit être dans les comportements des gens. Et ils se disent aussi il faut gagner en créativité. C'est ça le moteur et c'est ça le nerf de la guerre. C'est comment faire que les gens aient les bonnes idées, qu'ils les communiquent, qu'ils les prototypent et qu'ils les déploient. Donc ces trois choses ont clairement une traduction spatiale. Ça se passe pas uniquement dans le vide, ça se passe pas qu'avec des outils. On a souvent tendance à surestimer la technologie. Certes, elle est utile, comme le fait que vous diffusiez toute cette conférence aussi en live, c'est fantastique. Mais en même temps, ce qu'on vit ici, les gens ne le voient pas quand ils sont derrière un écran. Et c'est pas parce qu'on a des super applications qu'on va être très innovant ou très communicant. On peut sentir le bouillonnement, comme on peut le voir ici, tout est en ongoing, on peut l'entendre, les conférences, des ateliers commencent. Exactement. Oui, ça c'est vrai. Alors, expliquez-moi concrètement, donnez-moi un exemple de ce que vous proposez comme solution à un patron qui vient vous voir, qui dit voilà, moi je veux que mon entreprise soit plus attractive, que le salarié reste plus et qui s'engage, quoi, qui fasse la marque. Très concrètement, ça repose sur deux choses. D'abord, ça repose sur analyser les dysfonctionnements au quotidien. Ça veut dire que dans notre activité, on a une partie de consulting et on a une partie de recherche dont je fais partie qui permet aux clients de comprendre en nous associant au quotidien des salariés les choses qu'ils ne voient pas, qui sont source de dysfonctionnement. Aujourd'hui, quand on observe, quand on se met et qu'on suit
les gens au travers d'une journée, d'une heure, de plusieurs jours dans la semaine, on va être capable de diagnostiquer en observant des mauvaises postures, donc des sources de pathologies, par exemple physiques. On va aussi se rendre compte qu'il y a des outils qui ne marchent pas, qu'il y a des espaces qui ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas occupés, par exemple. Personne n'y va. Aujourd'hui, personne n'a envie de chauffer, d'éclairer, de nettoyer des mètres carrés où les gens ne vont pas. Donc il faut qu'on analyse pourquoi les gens ne vont pas dans cet espace. Il y a des mètres carrés de perdus, en fait. Il y a des mètres carrés perdus ou qui sont mal conçus. Par exemple, on cherche à exploiter des endroits pour créer des espaces conviviaux, mais s'ils sont mal placés, s'ils sont trop visibles ou s'il n'y a pas une vue sur l'extérieur, les gens ne vont pas prendre les 10 minutes pour se poser et se relaxer au fond d'un couloir ou dans un angle devant un ascenseur, par exemple. Donc l'observation, l'immersion, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a des anthropologues et des ethnologues. C'est pour comprendre comportementalement parlant ce que les gens ne disent pas. Parce que de tout temps, on a interrogé les gens dans la programmation architecturale, dans les études d'aménagement. On a toujours demandé aux gens, alors, de quoi avez-vous besoin, comment vous pourriez travailler mieux. Mais quand c'est verbalisé, c'est que déjà, c'est conscientisé. Les gens sont capables de mettre le doigt sur les problèmes. Mais des problèmes, il y en a beaucoup. On vit dans un monde complexe, les journées sont chargées. Et donc, très souvent, il y a des choses dont ils n'ont pas conscience, mais qu'on va voir en les observant. On peut aussi, dans la partie de recherche et d'études que nous faisons, chercher à aider les dirigeants à lier leur stratégie à l'espace. L'espace dit tout. Comme ici, on le voit bien à travers cette expérience et du design d'expérience, si on porte attention à tous les détails, comment les gens arrivent, comment ils vont se déplacer en réunion, comment ils en sortent, où est la pause café, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident à naviguer dans l'espace. La Défense est un lieu quand même où on peut être intimidé par cette architecture verticale. Sûr, Moi, j'ai rencontré des gens qui nous ont dit c'est intimidant pour moi de sortir de la tour pour aller à un autre endroit, par exemple. Donc il faut que le bâti soit au service de l'être humain et pas uniquement... Donc maintenant, en fait, on change les mentalités aussi, voilà, j'imagine. oui. C'est ça pour vous la révolution du travail? C'est ça dont vous avez parlé hier en plénière? Alors, j'en ai parlé en partie. J'ai surtout dit qu'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de témoignages dans cette conférence qui est passionnante, c'est que les gens comme Decathlon, comme d'autres, viennent parler de comment ils l'ont faite, leur révolution. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens se sentent embarqués dans une sorte de course aux nouveaux concepts et aux nouveaux modèles de travail. Ils sont partout, ces modèles de travail. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'on parle de mobilité, qu'on parle de collaboration, de travail en projet. Mais aujourd'hui, il faut que ça soit authentique pour l'entreprise. Il faut que chaque entreprise vienne ici et se dise, et c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, choisissez dans les problématiques celles qui sont en résonance avec vos préoccupations. Est-ce que c'est le collaboratif avec, par exemple, l'émergence des coworking? Mais est-ce que la solution, c'est d'aller dans un coworking ou d'en faire un chez vous, par exemple? Est-ce que la problématique, c'est la flexibilité des horaires? Donc le télétravail peut être une voie. C'est ça dont j'ai voulu parler, problématiser les sujets de manière à ce que Donc les identifier pour mieux y répondre. Voilà, et ne pas se dire je vais aller piocher dans les solutions que les autres ont mis en place, parce que les autres ont mis en place une boîte à outils de solutions qui leur sont propres, qui correspondent à leur culture, à leur marque, à leurs enjeux. Et chaque entreprise va trouver sa solution en y réfléchissant bien en amont et en liant l'organisation au travail individuel. J'intervenais dans la session qui a été baptisée « Aligner le temps de l'individu et le temps de l'entreprise ». C'est vraiment la clé. Donc observer les gens, leur montrer comment ils peuvent travailler autrement, dans des postures, dans des attitudes, dans des rythmes de travail aussi. On a l'impression, aujourd'hui on en parlait tout à l'heure, c'est vendredi, notre corps, il a toute la semaine derrière lui, notre cerveau aussi. Donc le vendredi, c'est une journée un peu particulière, très différente du lundi. Donc à nous d'orchestrer aussi, c'est une thématique dont j'ai parlé, à nous d'être beaucoup plus le chef d'orchestre de notre temps, de nos énergies, de nos activités, et ne pas laisser les autres, par exemple, vous booker tout le temps ou vous demander d'intervenir à des moments où votre énergie ne vous permettra pas de le faire. Exactement. Mais alors, vous, Silke, c'est quand même une compagnie qui est internationale. Oui. Il y a les mêmes besoins des entreprises aux États-Unis, en Europe ou en Asie. On sent les mêmes problématiques ou au contraire, c'est rien à voir? Alors, c'est ma passion, moi, l'anthropologie culturelle. Je travaillais pendant 8 ans pour Silke sur une étude qui a d'ailleurs été publiée sur les interactions entre la culture d'origine et la façon d'habiter les villes et de travailler dans les bureaux. Le côté culturel, il est passionnant. Ici, en France, il y a des aspects très visibles pour les gens. Il y a une délégation chinoise, là, qui intervient tout à l'heure. On les voit rien que de la façon qu'ils interagissent dans l'espace. On voit ce creuset culturel. On voit cet ancrage très différent de liens entre les choses et les gens. Mais en même temps, il y a la globalisation qui est un fait. Aujourd'hui, une grande entreprise, là, la Défense est jumelée avec plein d'autres quartiers d'affaires. Donc, il y a une tension entre tout ce qui est global et ce qui doit rester local, parce qu'on est dans nos villes, on est dans nos régions, on est dans nos pays. Et donc, on fait ici à Paris des choses qui vont être un petit peu différentes dans la traduction de ce qu'on va proposer. Non, pas forcément, mais chez nous, on est un petit peu pétrifié par le Code du travail. On a tout un chapitre réglementaire qui n'existe pas au Royaume-Uni, qui
qui existent d'une autre manière dans les pays du nord de l'Europe. Et donc, voilà, quand on assiste à des interventions de ces pays-là, on se dit oui, mais ça ne marcherait pas chez nous à cause de ça. Hier soir, il y avait un reportage sur le Danemark, la notion de confiance, par exemple, qui est très forte au Danemark. On peut laisser son vélo sans cadenas. Ouais. Quand on demande aux salariés de payer eux-mêmes ce qu'ils mangent à la cantine, à la fin de la journée, le compte est bon. Toutes ces choses-là ne marchent pas forcément ailleurs. Chez nous, il y a plein d'expériences, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Ça veut simplement dire qu'on a un référentiel culturel qui est un petit peu différent. Et c'est ce qui est passionnant. C'est ce qui fait la richesse du monde. Exactement. Aussi. Les grandes entreprises, les Microsoft, les Cisco, toutes ces sociétés ont une brand value qui est la leur et qui est très corporate internationale. Mais en France, ils sont français, ils sont hollandais en Hollande, ils sont américains aux États-Unis. Très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Catherine Gall de Steelcase. On vous retrouve jusqu'à la fin de ces 48 heures et donc une révolution qui est ongoing, donc qui continue. Merci beaucoup.